Bonjour à toutes et à tous. Je me représente, Régis Comartin du groupe M Capital. Je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière intervention de l'année. Je suis, comme à chaque fois, entouré des meilleurs spécialistes que je vais vous présenter ou je vais les laisser se présenter. En tout cas, le cabinet Rivière a eu le plaisir, a eu la sympathie de nous accompagner sur cette thématique qui est la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme pour aller vers une sécurisation de l'instruction. Donc, cela nous permettra de faire un point sur ce qui va changer en 2022 pour les opérateurs immobiliers, bien évidemment. Et je vais attendre, avant de lancer la vidéo, que tout le monde se connecte. Allez. Désormais, on a un certain nombre de participants. Je vous redis bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir. Et donc, je vous présente Fanny Claire. Bonjour Fanny. Bonjour Régis. Et Monsieur Vaz. Bonjour Antoine. Bonjour monsieur. Donc, ce webinaire aujourd'hui, ça y est, on a déjà des premiers messages. Je vais vous redonner quelques consignes pour suivre le webinaire. J'ai bien évidemment… Ça y est, c'est parti. Quelques informations relatives à la présentation. C'est mieux si vous coupez vos micros et on sera ravis que vous puissiez poser vos questions dans l'espace questions et réponses que vous avez sur l'onglet de votre écran, de l'écran Zoom, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire ou directement dans le chat. Je surveille la discussion pour savoir s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir lors de notre présentation, et vous aurez tout le loisir de visionner le replay de ce webinaire à tout moment grâce au lien qu'on va vous envoyer par email à la suite de notre intervention. Donc, je vous présente le cabinet Rivière et je vais vous laisser vous présenter, Fanny et Antoine. Avec plaisir, volontiers. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en effet, nous sommes des avocats qui travaillons au sein du cabinet Rivière Avocats Associés et plus particulièrement dans le département droit public de l'immobilier et de l'énergie. Nous travaillons donc au quotidien avec des acteurs publics et privés dans la co-construction de leurs opérations immobilières d'aménagement d'énergie qui sont complexes. Voilà en 2 mots pour résumer notre opération. Nous étions déjà intervenus sur d'autres problématiques qui avaient attrait au droit de l'environnement. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un résumé de ce qu'on va appeler la dématérialisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme qui sera effective dès le 1er janvier 2022. Très bien. Et pour ma part, je vais intervenir pour vous présenter bien évidemment M Capital dans les grandes lignes. On a le souhait avec Fanny et Antoine de faire une intervention relativement synthétique pour vous permettre de poser des questions par la suite. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, si je puis dire, en vous présentant de mon côté M Capital Real Estate et nos métiers dans l'immobilier résidentiel, puisque ça fait partie, cette filière immobilière, d'un certain nombre de métiers que nous exerçons depuis presque 20 ans désormais chez M Capital. Donc, en ce qui concerne l'immobilier et plus particulièrement l'immobilier résidentiel, nous intervenons autour de 4 métiers. Le premier étant bien évidemment celui de gérer des fonds value-add qui sont dédiés au financement d'opérations immobilières et parfois d'opérateurs immobiliers. Nous organisons via notre plateforme Builder des club deals qui sont dédiés à des investisseurs et donc pour le compte de banque et de gestionnaires de patrimoine. Nous intervenons également en réalisant ou en co-réalisant des opérations immobilières, que ce soit des opérations marchands ou des opérations de promotion immobilière, que nous faisons généralement donc, avec certains de nos partenaires. Et nous avons également la possibilité de piloter ou de conseiller le développement commercial de programmes immobiliers pour le compte de nos partenaires promoteurs ou marchands. Au total, ce département qui est dédié au secteur de l'immobilier au sein de la société M Capital Partners, qui était donc créée en 2022, bientôt 20 ans, nous allons les fêter forcément. Nous gérons 580 millions d'euros d'actifs pour le compte de grands investisseurs institutionnels et plus de 23 000 investisseurs privés ou publics. Voilà le panorama de nos métiers dans l'immobilier.
et donc ce qui nous amène depuis le début de l'année 2021 à vous envoyer et à vous délivrer un certain nombre de formations et d'informations pour accompagner autant que faire se peut nos clients, nos prospects dans la réalisation de leurs projets. Et c'est pour ça qu'avec le cabinet Rivière, nous avons décidé de nous associer dans ces informations régulières. C'est le dernier webinaire de l'année. On en a fait un certain nombre sur différentes thématiques depuis début 2021, avec un certain nombre de succès, je le pense. Donc, chez M Capital, notre stratégie d'investissement est cible principalement des actifs résidentiels pour créer de la valeur à court terme. Alors, pas seulement de l'actif résidentiel, mais principalement. Aujourd'hui, nous avons bâti un portefeuille qui est solide et résilient parce qu'il est justement organisé autour d'actifs résidentiels. C'est 78 opérations financées depuis la création du département immobilier, avec pour nos investisseurs un rendement annuel moyen qui est de l'ordre de 11%, qui est ultra séduisant. C'est 67 millions d'euros investis, 2100 logements financés, ce qui peut avoir de la résonance aujourd'hui auprès de certaines collectivités, un certain savoir-faire dans l'accompagnement des promoteurs immobiliers qui font du résidentiel. 13 opérations remboursées avec succès, donc on a déjà débouclé un certain nombre de ces opérations. Et le point le plus important, si je puis dire, pour nos investisseurs en particulier, c'est que nous faisons confiance à un certain nombre d'opérateurs immobiliers, et cette confiance, ils nous la renvoient bien puisque c'est zéro défaut aujourd'hui sur l'ensemble des opérations que l'on a débouclées à ce jour. Un périmètre d'intervention qui est le territoire français, et on tient à intervenir sur l'ensemble des territoires. Nos deux points d'ancrage géographique sont bien évidemment Paris et Toulouse, où nous avons notre siège social, mais nous intervenons sur l'ensemble du territoire avec un certain nombre d'opérateurs immobiliers qui ont des tailles diverses et variées, et quelques belles signatures que nous accompagnons quasiment depuis le début pour certains, et que nous accompagnons aujourd'hui dans leur développement pour leur permettre d'accélérer ce développement aujourd'hui. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui va changer pour les clients de l'immobilier en 2022 ? De manière assez synthétique, et vous le savez tous, ce qui a bouleversé un petit peu les sorties commerciales de certains projets immobiliers, c'est la baisse de l'avantage pour la loi Pinel en 2023, qui du coup a remis en question certains projets immobiliers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des dispositifs pour faire de la défiscalisation en 2022 seront les mêmes qu'en 2021. La loi de Normandie et la loi Censi-Bouvard ont été reconduites à l'identique. En revanche, pour cette loi Pinel, sa prolongation jusqu'à fin 2024 se fait avec une légère dégradation des avantages fiscaux à partir de 2023. Donc, on passera sur un nouveau dispositif qui sera baptisé le Super Pinel pour 2023, qui sera dédié bien évidemment à des logements neufs et qui conservera un avantage fiscal assez intéressant. Le deuxième point, c'est le changement infra-annuel de l'assurance de prix immobilier. Cela avance tout doucement, pas trop vite. Il y a un certain nombre de choses qui vont encore évoluer en 2022 et 2023 sur ce dispositif d'assurance de prêt pour les particuliers. Pour les accédants à la propriété, un point important, c'est la prolongation du prêt à taux zéro et le recentrage du prêt Action Logement. Et enfin, pour l'immobilier ancien, l'évolution du DPE avec un certain nombre de critères qui seront désormais pris en compte, notamment sur l'utilisation de l'énergie du logement, où on va prendre désormais le chauffage, l'eau chaude, la partie sanitaire et climatisation, l'éclairage et les auxiliaires, notamment la ventilation, pour la prise en compte de ce DPE. Ils ont revu la fiabilisation de la méthode et des résultats pour pouvoir avoir des rapports plus lisibles et mieux exploitables. Et enfin, ce DPE sera désormais opposable, ce qui ouvre une autre évolution, c'est l'audit énergétique des logements qui sont mal classés d'un point de vue énergétique en cas de mise en vente ou de location, avec un certain nombre de mesures associées. Pour ce qui va changer également en 2022 pour les opérateurs immobiliers, un premier point important, c'est la confirmation du fonds Friche.
Ce fonds friche qui a permis début 2021 de lancer un certain nombre de grands projets avec un nombre conséquent d'investissements. On parle de plus de 300 millions d'euros aujourd'hui d'investissements et 1500 hectares de friches qui ont été exploités. Et ça sera le cas de nouveau fin 2021 avec une nouvelle enveloppe de plus de 300 millions d'euros destinée à convertir ces friches industrielles. Ce plan fonds friche, il fait partie d'un plan plus global qui est le plan France Relance, qui est destiné à initialement, toute industrie confondue, permettre à un certain nombre de sociétés de continuer une phase de développement qui a été stoppée durant la période Covid. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre de promoteurs immobiliers sont éligibles à ce plan obligataire France Relance. Nous travaillons avec certains d'entre eux du coup sur cette éligibilité et les accompagner dans ce plan à des conditions préférentielles pour leur permettre de continuer un développement fort avec des fonds destinés à ce développement externe. Et enfin, tous les opérateurs immobiliers savent désormais comment aborder cette RE 2020 et cette nouvelle disposition applicable au 1er janvier qui va répondre bien évidemment à 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est de diminuer l'empreinte carbone des bâtiments neufs. Le deuxième, c'est optimiser davantage la performance énergétique de ces logements en misant notamment sur la mixité des matériaux utilisés lors de la construction, avec la promotion des matériaux biosourcés en particulier. Et enfin, permettre d'adapter les bâtiments aux fortes chaleurs. C'est la prise en compte du confort des logements et des habitants en été pour rendre ces logements plus agréables. Il avait été question à un moment de primes à la RE 2020 pour permettre aux opérateurs d'opter pour une transition qui finalement a eu lieu en 2021, puisque ce dispositif a été reporté au 1er janvier 2022. Je crois qu'il y a une fin de non-recevoir de la part des pouvoirs publics concernant cette prime éventuelle à la construction de ces logements neufs qui suivent cette nouvelle norme RE 2020, pardon. Voilà pour les premiers points qui concernent à la fois les clients de l'immobilier neuf, mais également les opérateurs immobiliers. Donc, j'en ai fait une synthèse rapide et concise, mais le point qui nous paraissait le plus intéressant d'exploiter parce qu'il va toucher directement l'ensemble des opérateurs immobiliers, c'est la dématérialisation des demandes de permis de construire. Et c'est sur cette thématique-là que nous avons demandé au cabinet Rivière de plancher un petit peu pour nous permettre d'avoir une vision plus claire, si possible, de cette nouvelle disposition. Fanny, Antoine, c'est à vous. Merci Régis. Bon, nous sommes présentés rapidement. Donc Fanny Claire et Antoine Vaz, avocats au sein du département de droit public de l'immobilier et de l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes 13 avocats et travaillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des problématiques d'urbanisme, d'environnement, d'énergie, au service de nos clients publics et privés. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la dématérialisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme qui, comme vous le savez, sera effective au 1er janvier 2022. Vous pouvez passer la slide, merci Régis. Alors, pour faire un petit peu d'histoire, mais très facile, il faut savoir qu'en réalité, la saisie par voie électronique existe depuis plusieurs années pour les administrés auprès de l'administration. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, il y a un code qui autorise l'administré à saisir l'administration par voie électronique, donc sur une adresse mail ou via ce qu'on appelle un formulaire de contact. Cependant, lorsque ça a été créé, les services instructeurs n'étaient pas, on va dire, prêts pour accueillir cette réforme-là. Donc, le législateur avait reporté cette possibilité pour les administrés de saisir par voie électronique pour tout ce qui était relatif aux autorisations d'urbanisme. Aujourd'hui, et à compter du
1er janvier 2022. Il faut comprendre que pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'administré pourra saisir par voie électronique l'administration compétente en déposant sa demande d'autorisation d'urbanisme. Donc on parle de permis de construire, de déclaration préalable, de permis d'aménager, de permis de démolir ou encore de certificat d'urbanisme. Mais pour les communes de moins de 3 500 habitants, il n'y aura pas d'obligation d'instruire en ligne. Cette obligation, elle ne s'appliquera que pour les communes de plus de 3 500 habitants, puisque la loi Elan a créé l'obligation de prévoir une téléprocédure dite spécifique qui permet de recevoir, mais également d'instruire toute cette demande d'autorisation d'urbanisme. Voilà un petit peu pour le contexte. Alors, il y a des exceptions, bien évidemment, à cette saisine. Je laisse Antoine les préciser. Le pouvoir réglementaire a prévu dès 2016 des exceptions définitives à la possibilité de saisir par voie électronique l'autorité compétente. Il y a une liste qui est dressée en annexe du décret du 4 novembre 2016 dans laquelle on retrouve notamment 2 autorisations. L'autorisation de construire, modifier, aménager un établissement recevant du public et l'autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur. Ce qui signifie que, s'agissant des demandes d'autorisation d'urbanisme qui intègrent ces autorisations, il n'y aura pas la possibilité de saisir par voie électronique l'autorité compétente pour instruire la demande de permis de construire. Il faut savoir, alors vous pouvez passer à la slide suivante, merci beaucoup. Il faut savoir que l'instruction dématérialisée, donc la saisine par voie électronique et la saisine par voie électronique, est un droit pour le pétitionnaire, c'est-à-dire qu'elle constitue seulement une faculté. Il n'y a pas d'obligation pour le pétitionnaire d'envoyer sa demande d'autorisation d'urbanisme par voie dématérialisée. L'envoi par papier, donc le dépôt papier de sa demande, reste possible au-delà du 31 décembre 2021. Et on peut supposer, mais on est presque sûr que ce dépôt matérialisé fera l'objet d'une instruction matérialisée par l'autorité compétente. Alors, pour être un peu plus technique et essayer de vous faire comprendre ce qu'on appelle par téléprocédure spécifique, qui est une obligation pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants, il faut comprendre que en fait, c'est un process électronique qui doit répondre à des exigences fonctionnelles et techniques. Donc, ce sont ces évolutions-là qui sont induites par la dématérialisation de l'instruction. Alors, pour les exigences fonctionnelles de la téléprocédure spécifique, alors quand on parle de ça, en réalité, quand on parle de téléprocédure spécifique et qu'on lit le code, on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une téléprocédure spécifique? En réalité, il faut comprendre que chaque autorité compétente en matière d'instruction pourra développer sa propre téléprocédure spécifique. Cependant, il faudra que cette téléprocédure spécifique réponde à des exigences, qu'elles soient fonctionnelles et techniques, et notamment pour les exigences fonctionnelles, il faudra permettre au pétitionnaire, bien évidemment, de pouvoir déposer sa demande d'autorisation de certificat d'urbanisme, mais aussi de consulter son dossier et son état d'avancement dans l'instruction. Donc ça, c'est un arrêté qui le prévoit. Donc cet arrêté prévoit bien que le pétitionnaire pourra, tout au long de l'instruction, consulter son dossier. Ensuite, pour l'autorité compétente et qui instruit la demande d'autorisation d'urbanisme, il faudra que ce système de téléprocédure permette de recevoir et d'enregistrer les demandes, ainsi que d'en accuser réception. De réaliser l'instruction en saisissant les personnes qui rendront des avis. Voilà, pour le plus gros. Et ensuite, pour le pétitionnaire et l'autorité compétente, bien évidemment, cette téléprocédure devra avoir et devra permettre un échange d'informations, de pièces et de courriers. Sur les exigences techniques maintenant, cette téléprocédure devra accepter à minima les fichiers de DMO, alors sous certains formats seulement. Donc on comprend que DMO, ce n'est pas énorme, mais l'arrêté prévoit aussi que chacune des pièces devra être déposée une par une. On ne pourra pas déposer un fichier groupé.
Ces exigences techniques aussi doivent permettre la fiabilité, l'intégrité et bien évidemment la sécurité et la confidentialité des documents et des échanges, et doit permettre d'établir de manière certaine la date et l'heure des échanges de pièces, courriers, informations délivrés par le demandeur et les services consultés. Alors, qu'est-ce que c'est que Plateau? Plateau, c'est une plateforme centralisée qui existe entre les services de l'État et le centre instructeur. Alors, Plateau, en réalité, l'État milite pour que chaque commune de plus de 3500 habitants relie sa procédure, enfin sa téléprocédure spécifique à cette plateforme Plateau pour faciliter justement les échanges dans le cadre de l'instruction. Puisque Plateau, ça permet aux services instructeurs d'envoyer directement sur cette plateforme et à tous les services qui seront concernés une seule demande d'autorisation et de recevoir sur cette même plateforme tous les avis nécessaires dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Plateau permet également de communiquer au préfet dans le cadre de son contrôle de légalité le dossier de permis de construire à la fin de l'instruction, une fois que l'arrêté a été également, l'arrêté de permis d'autorisation a été délivré. S'agissant du point de départ des délais d'instruction, les textes du Code de l'urbanisme nous indiquent que le délai légal d'instruction court à compter, il n'y en a qu'un, de l'envoi soit de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les communes qui seront dotées d'une téléprocédure spécifique, lors du dépôt, lors de l'envoi par voie électronique d'une demande d'autorisation d'urbanisme, sera adressé au pétitionnaire instantanément un accusé de réception électronique qui fera partir le délai d'instruction. S'agissant des communes qui ne sont pas dotées de cette téléprocédure spécifique, le Code il prévu une autre procédure. Dans un premier temps, il sera adressé au pétitionnaire un accusé d'enregistrement électronique qui est envoyé soit instantanément, soit dans un délai d'1 jour ouvré. Et à la suite de cet accusé d'enregistrement électronique, sera adressé dans un délai de 10 jours un accusé de réception électronique. Donc, le fameux accusé de réception électronique qui, là, n'est pas automatique. La question se pose de savoir, est-ce que dans l'hypothèse où la commune n'est pas dotée d'une téléprocédure spécifique, et donc qui est adressé un accusé d'enregistrement électronique, s'il n'y a pas d'accusé de réception électronique qui est adressé dans les 10 jours, est-ce que le délai d'instruction court quand même? Les textes ne le prévoient pas, vraisemblablement que oui, mais les textes ne le prévoient pas dans ce sens. Alors, ces accusés d'enregistrement et de réception, ils ont chacun des mentions obligatoires qui sont prévues. S'agissant de l'accusé d'enregistrement, seules les dates et l'heure d'enregistrement de l'envoi électronique doivent être mentionnées. S'agissant de l'accusé de réception électronique, qui est un document plus important, semble-t-il, enfin, une certitude, c'est un document plus important. Ce document comprendra d'une part le numéro d'enregistrement de la demande, qui est affecté par le maire, donc le numéro d'enregistrement de la demande de permis de construire, la date de réception de l'envoi électronique et la désignation du service en charge du dossier, donc du service compétent pour instruire la demande, et comprendra la mention des coordonnées. Donc ça, ces trois mentions obligatoires sont imposées par le Code des relations publiques et de l'administration. S'agissant des mentions obligatoires imposées par le Code de l'urbanisme, elles demeurent les mêmes, et donc sur l'accusé de réception électronique devra être indiquée la date à laquelle une autorisation, une décision tacite interviendra, qu'elle soit d'acceptation ou de rejet, et la possibilité, dans le délai d'1 mois, à compter de la réception du dossier, de notifier un délai d'instruction différent ou de demander des pièces complémentaires. Alors, sur les points de vigilance, excusez-moi, qu'on a relevés, au-delà justement de ces subtilités que vient nous expliquer Antoine sur la date à laquelle court le délai d'instruction, on voulait évoquer 2 points. Il faut comprendre que lorsque le pétitionnaire déposera sur une plateforme de téléprocédure sa demande d'autorisation, il faut qu'il fasse attention parce que les accusés réception électronique seront automatiquement envoyés, sauf à ce qu'il précise autre chose dans son
dépôt et dans sa demande sur l'adresse électronique du pétitionnaire. Donc, il faut faire attention à la personne qui va déposer cette demande d'autorisation, puisque c'est cette même personne qui, en principe, recevra l'accusé-réception électronique. Et on a compris que cet accusé-réception électronique faisait courir les délais d'instruction et était donc un document qui était particulièrement important. Alors, deuxième point de vigilance aussi, tout ce qui est demande de pièces complémentaires envoyées par le service instructeur ou notification de modification des délais d'instruction également envoyées par le service instructeur, toutes ces demandes sont adressées par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, par voie électronique ou par le procédé électronique. Et là aussi, il y a encore des subtilités par rapport à l'acceptation de ces recommandés accusés, de ces demandes, puisque, j'espère que je ne vais pas vous perdre, lorsque c'est une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception électronique, le pétitionnaire aura 15 jours pour refuser ce recommandé, ce qui n'est pas le cas lorsque ça sera fait sur un procédé électronique. Bon, beaucoup de subtilités. Et on va passer aux bénéfices et aux inconvénients, puisque ça me permettra de résumer un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc, les bénéfices pour nous, c'est un gain de temps, à notre sens. Un gain de temps, puisque justement, si le service instructeur se saisit de plateaux, il va pouvoir envoyer via un seul exemplaire le dossier de permis à l'ensemble des services consultés. C'est un gain de temps aussi pour le pétitionnaire puisqu'il n'aura plus à envoyer 10 ou 11 exemplaires de son dossier de permis de construire en format papier à la mairie. Et donc, ça simplifie en effet les échanges via une boîte de messagerie prévue. Et il y a en effet plus de transparence puisque tous les courriers seront bien évidemment enregistrés sur cette téléprocédure spécifique. Les inconvénients. Vous l'avez compris, et au vu de notre exposé, tout n'est pas si limpide que ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur ce type en fait, de délai. Et donc, il va falloir que les services, mais aussi les pétitionnaires, se forment en fait à que déclenche l'accusé-réception électronique, quand est-ce que le délai court, est-ce que si j'ai reçu une notification par lettre recommandée électronique, je peux l'accepter, le refuser, quelles sont ses conséquences, voilà. Donc on parle encore, je trouve, un vocabulaire nouveau et il va falloir, comme toutes les procédures, que tout le monde se saisisse un petit peu de ces nouveautés. Donc, peut-être que sur les prochains mois, il y aura un petit peu de flottement, mais en principe, les textes, quand même, sont assez précis et permettront de sécuriser, on va dire, la procédure d'instruction. On s'est posé la question de la rigidité, justement, de ce type de plateforme dématérialisée pour le pétitionnaire qui souhaite faire évoluer son dossier de demande, par exemple, de permis de construire en cours d'instruction. Peut-être que certains connaissent le principe de la substitution, qui est très souvent utilisé par les porteurs de projets lorsqu'il y a des petites évolutions à la marge ou même plus importantes qui arrivent en cours d'instruction dans le dossier de permis de construire et qu'on a en face des services qui sont assez tolérants et qui autorisent qu'une pièce soit échangée en cours d'instruction sans que cela ne soit forcément visible dans l'autorisation finale qui sera délivrée. Donc là, c'est vrai que ce système en fait, de téléprocédure qui va en fait, relater tout l'historique événement par événement ne permettra plus ce type de substitution, on va dire, cachée, et donc nécessitera d'appliquer la jurisprudence du Conseil d'État qui vous dit que dès lors que c'est une modification importante qui est réalisée, il faudra de nouveau, bien évidemment, saisir les services pour avis. Voilà, j'espère que nous ne vous avons pas perdu puisque c'est assez technique et assez spécifique ce langage, mais nous restons en tout cas disponibles si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette intervention synthétique sur effectivement une thématique un peu technique. Donc, ce que l'on a l'habitude de faire, c'est de pouvoir répondre aux questions si vous en avez.
sur cette thématique en particulier, mais sur d'autres, je suis certain que Fanny et Antoine se feront un plaisir de répondre soit au téléphone, soit par mail aux différentes questions. On a deux premières questions, Fanny. Est-ce qu'il y a eu des communes et des collectivités de test qui ont travaillé sur cette plateforme? Alors oui, notamment sur Paris, hein, c'est en vigueur depuis plusieurs mois et des échos que j'ai eus, ça fonctionne très bien. Donc, c'est un premier bon point pour rassurer les opérateurs sur la partie, en tout cas, technique et compatibilité technique sur ces demandes de permis. Très bien, je pense qu'on a répondu à la première question. La deuxième, c'est doit-on créer un espace usagé pour l'opérateur avant toute demande de dépôt? Avant toute demande de dépôt. En fait, à partir du 1er janvier 2022, pour n'importe quelle commune, la saisine par voie électronique est obligatoire en matière d'autorisation d'urbanisme. Donc, en effet, à mon sens, il faut que pour chaque commune, il y ait la possibilité de déposer sa demande par voie électronique. Alors que ça prenne un onglet usager ou un autre nom, ça c'est à voir, mais je pense que c'est ce principe-là qu'il faut bien comprendre. Donc, chaque commune créera son propre dispositif de communication, finalement. Oui. Tout à fait. Et en fait, après, en fonction, parce que certaines communes ne sont pas services instructeurs, c'est-à-dire que ça va être le guichet. C'est-à-dire que vous, en tant qu'administré, ça sera un guichet unique, vous déposerez votre demande auprès de la commune qui, elle, après, s'arrangera pour transférer le dossier de permis de construire, si on prend un permis de construire, au service instructeur, qui peut être mutualisé, mais qui peut être aussi, par exemple, des services de l'État lorsqu'il n'y a pas de document d'urbanisme applicable sur un territoire. Très bien. On a une autre question. Que vont devenir les revues d'avant-projet? Ce sont des dispositifs de revues qui existent dans certaines communes et en particulier à Toulouse. Alors, ça existe en effet sur tout le territoire national. Ces commissions avant-projet, en réalité, ne sont pas prévues par le Code de l'urbanisme. Hein, donc, c'est la pratique qui a généralisé ce type de commission. En réalité, je ne pense pas qu'elles disparaissent. Je pense que les collectivités, sur des projets d'une certaine importance, maintiendront ce type de commission. En tout cas, sur le site de Paris, on comprend qu'il peut y avoir des prises de rendez-vous avec les services instructeurs, notamment sur la faisabilité du projet. Donc, est-ce que ces commissions seront physiques ou est-ce qu'elles se tiendront de façon dématérialisée? Ça, je ne peux pas vous le dire. En réalité, ce n'est pas encadré par les textes. On peut imaginer que ces revues d'avant-projet se fassent désormais en visio comme on le fait aujourd'hui. Via Zoom, notamment avec les services instructeurs de Paris. Et effectivement, comme certains services instructeurs ont pris l'habitude de le faire pendant la période Covid que nous avons vécue, en remplaçant ces revues d'avant-projet en présentiel par des revues d'avant-projet dématérialisées. Tout à fait. Nous avons une autre question concernant la définition d'un IGH, d'un immeuble de grande hauteur. Alors, tout dépend de la destination de l'immeuble. De mémoire, un immeuble de grande hauteur, lorsqu'il accueille de l'habitation, c'est un immeuble qui dépasse 50 mètres de haut. Mais après, il y a une vraie définition en fonction de la destination et de l'usage de l'immeuble. Pour les immeubles qui accueillent de l'activité, je crois que c'est 28 mètres. Voilà, donc là, il faut aller voir dans le Code de la construction et de l'habitation, il y a un article qui est très précis et qui vient définir les IGH. Nous avons une autre question qui est tout à fait dans la thématique et purement technique. Je vous la lis, Fanny Antoine. Dans le cas où nous souhaiterions substituer des pièces du dossier, ce qui ne sera donc plus possible, ce que vous l'avez expliqué, il faudra donc faire une demande de retrait du permis en cours d'instruction avant de procéder à un nouveau dépôt? Alors, moi, je ne pense pas que ça sera impossible. Je pense que ça sera possible. Par contre, ce qui va être plus délicat, c'est ce qu'on voit parfois, de substituer en fait un dossier quasiment complet.
Parce qu'en fait, le Conseil d'État, la jurisprudence administrative, accepte la pratique de la substitution quand elle reste modérée dans l'ampleur des modifications, ou alors qu'il y a une nouvelle saisine des services qui rendent leurs avis dans le cadre de l'instruction. Donc, je ne pense pas que la dématérialisation en soi va bouleverser complètement cette pratique de la substitution. Par contre, il va y en avoir, ça va être très clair, ça va être visible, c'est-à-dire sur l'historique de la plateforme, il y aura, à mon sens, dépôt du plan de masse substitué à telle date. Et si il y a une modification assez importante, par exemple dans ce plan masse, à mon sens, le service instructeur devra reconsulter pour avis les services. Mais c'est ce qui se fait déjà. La différence, c'est que ça sera visible. Alors après, à mon sens, cet historique, il ne sera pas accessible aux tiers. Donc, ça limitera quand même les risques contentieux à terme en cas de substitution. Et je ne sais pas si, par exemple, le préfet pourra avoir cet historique. Je ne pense pas, puisque justement, il y a une obligation de confidentialité qui est prévue pour les téléprocédures spécifiques. Ça va être un peu de la pratique, ça, mais je ne pense pas qu'en soi, le principe de la substitution va disparaître. Oui, on parle plutôt de la disparition de la substitution cachée, mais pas de la substitution. Voilà, exactement. Est-ce que du coup, dans ce cas d'un retrait de permis puis nouveau dépôt, est-ce que les délais repartent à zéro? S'il y a un retrait, s'il y a un retrait de la demande puis un redépôt, vraisemblablement que oui. Ah oui, c'est une nouvelle demande, donc les délais repartent à zéro. Oui, la dématérialisation ne change rien à cela, en fait. Non. Très bien. On a une autre question peut-être un petit peu plus taquine, on va dire. Quid des recours? Est-ce qu'ils se feront de manière dématérialisée également? Mais c'est déjà le cas, puisque les recours à l'encontre, en tout cas contentieux, à l'encontre des permis et des autorisations d'urbanisme se font aujourd'hui, la plupart du temps, via la plateforme Télérecours, qui pendant un temps a été ouverte aux avocats et certaines professions et collectivités, et aujourd'hui est ouverte aux citoyens, à tous les citoyens. Donc, en tant qu'avocat, aujourd'hui, les recours contentieux passent à 95% dans 95% des cas sur cette fameuse plateforme Télérecours. Tout à fait. Bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je vais vous demander quelques secondes pour vérifier. Non. A priori, nous n'avons pas d'autres questions, ce qui va me permettre, du coup, de conclure en vous remerciant bien évidemment de votre attention, de votre participation, en remerciant Fanny et Antoine pour leur lumière et pour leur intervention précise technique. Bien évidemment, vous pouvez voir les coordonnées de chacun d'entre nous sur cette dernière diapositive. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et je vous invite bien évidemment à reconsulter le webinaire, si vous le souhaitez, dans le lien que vous recevrez par mail à la suite de cette intervention. Nous avons quelques remerciements que je vous transmets, Fanny et Antoine, de la part de certains de nos participants. Merci à vous. Ça veut dire que vous avez été très clairs. J'en profite également pour souhaiter à certains d'entre nous de très bonnes vacances et à tous, bien évidemment, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt en 2022 pour de nouvelles thématiques. À bientôt, Régis. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.